Les difficultés en France des timbres de l'Assemblée nationaliste pendant la guerre d'Espagne, 1936-1939. Et pour bien démarrer, il faudra faire travailler un peu notre mémoire parce qu'on va revenir sur la séance du mois de septembre 2018 quand je présentais une conférence avec le titre « Quand la taxation devient une arme de guerre » et en sous-titre « Correspondance nationaliste soumise, entre guillemets, aux tarifs républicains pendant la guerre d'Espagne ». Les sujets étaient les suivants. Suite à des augmentations du tarif républicain pour l'étranger, quelques lettres de la sonde nationaliste ont été taxées en France pour une raison. Officiellement, l'affranchissement était insuffisant. Vous voyez quelques exemples qu'on a eu l'opportunité d'analyser lors de cette présentation. Et maintenant, on va voir un exemple. Vous voyez une lettre qui a été expédiée de la ville de Soria, en Castille, pour 7 €, le 20 juillet 1937. Le timbre utilisé a été un timbre nationaliste à 50 centimes de pesetas et la lettre a été taxée 50 centimes de francs français. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le 1er avril 1937, le tarif républicain pour l'étranger avait été augmenté de 50 à 60 centimes de pesetas pour un port simple, 20 grammes. Par contre, l'Assemblée nationaliste n'avait pas modifié son tarif. Dans l'Assemblée nationaliste, on avait l'impression de très bien faire les choses, c'était les tarifs d'avant-guerre. Néanmoins, l'insuffisance reconnue en France a été 10 centimes de pesetas. Bon, les 60 centimes de pesetas du nouveau tarif républicain, c'était l'équivalent au port type de la Convention de l'Union postale universelle du cœur 1934, c'était 25 centimes francs or. Alors, le taux d'échange entre les deux monnaies, 2,4 pesetas pour chaque franc or. En cet instant, en France, un affranchissement pour l'étranger, en port simple, c'était un franc 50 centimes, c'est-à-dire l'équivalent 25 centimes de francs or. Les taux d'échange entre les deux monnaies, 6 francs français pour chaque franc or. Les calculs de la taxe, double de l'insuffisance, 2 par 10 centimes pesetas divisé par 2,4, ça fait 8,333 jusqu'à l'infini centimes francs or, que multiplié par 6, ça fait 50 centimes de francs. C'est la taxe dont dut s'acquitter le destinataire pour se faire livrer la lettre. Première conclusion, la taxation n'était pas due au timbre utilisé, mais le résultat de l'application stricte du tarif républicain espagnol. Et ça pourquoi? Parce que jusqu'au mois de février 1939, la France n'a reconnu qu'un seul gouvernement en Espagne, le gouvernement républicain. Officiellement, les nationalistes, le gouvernement du général Franco, n'étaient que des insurgés. Mais curieusement, cette circonstance n'a pas empêché l'échange de correspondances entre la France et l'Espagne nationaliste. Bon, après cette présentation, un académicien a posé une question absolument cohérente, laquelle, si la France ne reconnaissait pas le gouvernement insurrectionnel, pourquoi les timbres nationalistes ont été acceptés? Bon, ce que vous voyez, c'est ce qui s'est passé dans ma tête pendant quelques secondes, et finalement, ma réponse a été la seule possible. C'est évident que les timbres de l'Assemblée nationaliste ont été acceptés, car il y a des milliers de lettres qui ont été expédiées. Vous voyez quelques exemples. Bon, le fait était incontestable, mais malheureusement, la question n'avait pas eu, à mon avis, la réponse la plus académique. On est dans une académie, il y a toujours un certain niveau d'exigence. Je dois vous avouer que quand je suis sorti de la séance, je suis parti avec un certain sentiment de déception. Bon, quelques semaines après, un autre académicien a contacté Robert Mansur, notre président, et moi pour nous informer d'une découverte qu'il avait faite aux archives nationales de Pierrefitte. Il avait repéré quelques dossiers avec une nombreuse documentation postale concernant la guerre d'Espagne. Bon, cet académicien, vous le connaissez très bien. Oui, c'est notre toujours admiré Laurent Bonnefoy, et il faut dire très haut et très clair que toutes les informations des archives nationales pour cette conférence ont été fournies par Laurent.
Laurent, en grande merci. Je dois te dire que les informations qu'on va présenter sont précieuses et pour les philatélistes espagnols vont nous aider à comprendre une partie de notre histoire postale. Bon, notre plan de travail. D'abord, on verra les contextes historiques, c'est la guerre d'Espagne. On verra après une affaire importante, c'est la reprise des relations postales entre la France et l'Espagne nationaliste. On ira finalement voir les documents des archives nationales que je regroupais en 3 chapitres. D'abord, la réouverture de la frontière, les débuts des relations postales, l'acceptation en France des timbres nationalistes et finalement les polémiques, parce que oui, il y a eu de polémiques pas mal. Et on commence avec les contextes historiques, c'est la guerre d'Espagne. Vous voyez les cartes, c'est l'Espagne fin juillet 1936, le coup d'État était le 18 juillet. En bleu, le territoire contrôlé par les nationalistes, en violet, les républicains. Vous voyez que les nationalistes se concentrent surtout dans la partie centre-nord, c'est la Castille, l'Aragon, la Navarre et la Galice. Il y a des petites villes isolées et quelques capitales de province en Andalousie, notamment Séville et Cadix. Bien sûr, le protectorat du Maroc et les archipels, les îles Canaries et les îles Baléares, sauf la Minorque, sont contrôlés par les nationalistes. Et maintenant, on va se concentrer sur une partie très spéciale, c'est la frontière franco-espagnole. Bon, vous voyez les lignes de front, parce qu'il y en avait plusieurs. Et le territoire, il y a 3 morceaux. À gauche, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la zone républicaine nord, le front nord. C'est une bande qui va de la frontière française d'Irun-Andaille jusqu'à la Galice. Au milieu, la zone nationaliste. Et à l'est et au sud, la zone républicaine. Et on va se reconcentrer sur un territoire encore plus petit, c'est le Pays Basque et la Navarre. Et c'est ce que je vous montre, c'est la ligne de front, la ligne de défense républicaine, et les offensives qui ont été menées depuis la ville de Pampelune. Les offensives sur Irun et Saint-Sébastien ont été constantes parce que les 2 villes étaient un objectif prioritaire pour le contrôle de la frontière du poste frontalier. Finalement, Irun est occupé le 5 septembre 1936. Je ne me résiste pas à vous montrer quelques images, c'est le British Pâté, l'occupation d'Irun. Les troupes espagnoles nationalistes ont bombardé la ville, vous voyez les effets, ils ont provoqué beaucoup de dégâts et beaucoup de victimes. Vous voyez des citoyens français, c'est le poste frontalier d'Irun, d'Andaille, qui regardent sous ce qui se passe. L'incendie qui ont provoqué les milices anarchistes avant de quitter la ville, c'était la politique de terre brûlée. Et maintenant, vous allez voir le pont international qui relie Andaille et Irun. C'est le chemin de fer. Et la frontière encore ouverte. On va parler de cette frontière. Bon, la gare d'Andaille qui est là et la population qui essaye de fuir de tous ces désastres. Ce sont des images qu'on verra en Europe dans 2-3 ans, avec le début de la guerre mondiale. Bon, suite à l'occupation d'Irun par les nationalistes, les communications postales ont été interrompues. La frontière que vous avez vue dans le film a été fermée. La correspondance nationaliste métropolitaine pour l'étranger a été expédiée par Vigo, Lisboa et Gibraltar. J'ai dit métropolitaine parce que les îles Canaries et les îles Baléares avaient des lignes aériennes, notamment allemandes et italiennes. Voici un exemple, c'est une lettre du 27 octobre 1936 de Séville à Zurich, en Suisse. Ça a été affranchi pour être expédié par la voie aérienne avec 5 timbres républicains à 25 centimes et surcharge patriotique Sevilla Viva España, julio-juillet 1936. Et il y a une surtaxe obligatoire de 5 centimes pour œuvre de bénéficence. Il y a une indication de l'expéditeur via Gibraltar et Tanger. L'affranchissement, une pesette 25 centimes, 50 centimes le port simple à l'étranger, les tarifs d'avant-guerre, et 75 centimes pour la surtaxe aérienne. Vous voyez les 5 timbres qui ont été surchargés et l'indication de l'expéditeur via Gibraltar et Tanger. Le dos de la lettre, il y a 2 cachets à date espagnols de Cadix et le cachet de passage de Gibraltar, 28 octobre 1936.
Et on arrive à l'affaire de la reprise des relations postales entre la France et l'Espagne nationaliste. Et je vous montre un exemplaire du bulletin d'information et de documentation et de statistiques du ministère de Poste. C'est l'année 1936 et à la page 94, il y a cette note, correspondance postale à destination de l'Espagne. Des dispositions nécessaires ont été prises récemment pour expédier par la voie d'Hendaye les correspondances postales à destination des régions d'Espagne occupées par les insurgés. Il fallait indiquer le nom de la Provence. Et on continue. En ce qui concerne les localités situées dans l'action des opérations militaires, il fallait mentionner la voie d'acheminement lorsque l'expéditeur est à même de l'indiquer. Bayonne pour la région nord-ouest relevant du gouvernement de Madrid, Hendaye pour toutes les provinces occupées par les insurgés, Cerbère pour les provinces orientales, Cerbère c'est la Catalogne, orientale relevant du gouvernement de Madrid. On peut résumer ça dans cette carte. C'est novembre 1936. La ligne de front est déjà à côté de la ville de Bilbao. Et la correspondance pour cette zone nord-républicaine, on devait la cheminer à Bayonne, d'où elle est expédiée par la voie des mers à Bilbao. Pour la correspondance adressée à la zone nationaliste, c'était la voie d'Hendaye, d'où elle est expédiée vers la zone nationaliste. Dans le bulletin, il n'y avait pas une date concrète, c'était 1936, mais heureusement, on a ça. C'est un exemplaire du journal Le Matin du mercredi 18 novembre 1936. À la page numéro 6, on trouve cette information, les correspondances postales pour les régions de l'Espagne. Et on dit un peu de même, c'est ce qu'on a trouvé avant. Les dispositions nécessaires ont été prises récemment pour expédier par la voie d'Hendaye les correspondances postales à destination des régions d'Espagne occupées par les insurgés. Voici un exemple des correspondances nationalistes pour la France. À partir du 18 novembre, c'est l'ouverture de la frontière. C'est une lettre de Saint-Sébastien pour Hendaye qui a été expédiée le 23 novembre 1936, 5 jours après l'ouverture de la frontière. L'affranchissement a été 30 centimes peseta avec un timbre républicain qui était encore valable. Attention parce que normalement, pour une lettre pour l'étranger, c'est 50 centimes, mais c'est en tarif frontalier. Un tarif frontalier qui n'est pas exact non plus, parce qu'en 1936, le tarif frontalier entre la France et l'Espagne, c'était 20 centimes peseta par 20 grammes ou fraction. Il y a un excès de 10 centimes. C'est un excès qui est très courant parce que 30 centimes, c'était le port antérieur espagnol, un port simple, en timbre à 30 centimes, c'était le plus courant. On voit les dos. L'arrivée, c'est le 25 novembre, 2 jours après, mais c'est normal, il y a une censure à faire, censure militaire des Saint-Sébastien. Le résumé sur notre carte, voici notre frontière, le territoire frontalier. On voit Irun, Saint-Sébastien et Hendaye. Pour bénéficier du tarif frontalier, la distance doit être moins de 30 km depuis le bureau d'origine. La distance à ligne droite entre Saint-Sébastien et Hendaye, 17 km. Et on arrive finalement au document des archives nationales sous la référence que vous voyez en bas, 1986-0D08-47. Et on commence avec l'affaire de la réouverture de la frontière et la reprise des relations postales. Le premier document, daté Paris le 31 octobre 1936, le ministre du Commerce et de l'Industrie à messieurs le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que l'on voit? Par votre lettre du 23 octobre, vous avez bien voulu appeler mon attention sur la situation créée par l'interruption de relations postales, télégraphiques, téléphoniques et ferroviaires entre la France et la zone espagnole, actuellement au pouvoir des autorités insurgées. Après avoir examiné la situation avec notre attaché commercial en Espagne, actuellement présent à Paris, j'estime qu'il y a sans aucun doute un très grand intérêt à rétablir dans les plus brefs délais possibles les relations postales, télégraphiques, téléphoniques et ferroviaires entre la France et la zone espagnole au pouvoir des autorités insurgées.
Et attention, la suppression de ces communications est susceptible de causer un très grave préjudice à ceux de nos compatriotes qui possèdent des intérêts parfois fort importants dans cette partie de l'Espagne. Je m'arrête, attention, on commence à parler déjà des intérêts économiques. Aux exemples cités par M. Herbet, c'est l'attaché, on pourrait ajouter celui de la société minière de Penarroya, dont les exploitations sont situées dans la zone espagnole soumise aux insurgés et les sièges sociaux en France. Penarroya, c'est en réalité Peñarroya en espagnol. Où est Peñarroya? Bon, c'est l'Andalousie, sud de l'Espagne. Vous les voyez sur la carte. C'est la province de Córdoba, Cordoue, pas loin de Séville. Et qu'est-ce que l'on trouve? Penarroya, Pueblo Nuevo, une exploitation minière. C'est la société minière et métallurgique de Peñarroya qui mène une activité d'extraction de charbon et de plomb. C'est un exemple des intérêts français en Espagne. On continue. Le président de la Chambre du commerce français à Saint-Sébastien signalait à notre consul dans cette ville que la reprise des communications s'imposait dans l'intérêt de notre commerce et de notre industrie, non seulement pour le présent, mais aussi et surtout pour l'avenir. Je ne peux pas éviter de faire la remarque, il y avait déjà quelqu'un qui commençait à penser que les choses pouvaient passer, comme finalement se sont passées. Dans ces conditions, je ne puis, en ce qui me concerne, que donner un avis favorable au rétablissement des communications faisant l'objet de votre dépêche du 23 octobre. Bon, voici le document numéro 2. Paris, le 17 novembre 1936, c'est un communiqué de presse. La décision est déjà prise. On va rétablir les communications postales avec l'Espagne. Qu'est-ce que l'on trouve? Bon, c'est exactement de même qu'on a vu sur le bulletin d'information du ministère. Les dispositions nécessaires ont été prises récemment pour expédier blablabla par la voie d'Andaille. Et on voit en bas qu'il fallait indiquer Bayonne pour la région nord-ouest relevant du gouvernement de Madrid, c'est-à-dire la zone républicaine au nord, Andaille pour toutes les provinces occupées par les insurgés, Cerbère pour les autres. Et en bas, quelques notes, je suppose que ce sont des notes du chef cabinet, très intéressantes. Bonnet expédié à 15h30, c'est un communiqué de presse, par tube à 15h45 par poste dans la journée. C'est le 17 novembre 1936. Il y a la signature, je suppose, le chef cabinet. Bon, on arrive finalement au point central de cette conférence, c'est l'acceptation en France des timbres nationalistes. Et le document numéro 3, qui est daté à Burgos, le 17 novembre 1936. Mais ce document n'appartient pas aux archives nationales de Pierrefitte, ça vient de l'Archivo Histórico Nacional de Madrid, avec la référence que vous voyez en bas. Et qu'est-ce qu'il y a? Bon, je vous traduis. C'est l'ordonnance pour la mise en circulation pour l'affranchissement de la correspondance de deux types de timbres. Le premier à 5 centimes peseta, en couleur sépia, avec un dessin qui représente la cathédrale de Burgos. Voilà. Et un autre à 30 centimes peseta, qui représente les châteaux de Navarre. C'est les châteaux de Saint-François-Xavier, 50 km de Pampelune. Je pourrais vous montrer des documents similaires pour d'autres timbres émis par les nationalistes. Voici quelques types qui ont été émis, type Isabelle, type Cid et type Fernando el Católico, qui sont les plus courants dans la correspondance pour l'étranger. On arrive au document numéro 4. Paris, le 4 février 1937, le ministre des Affaires étrangères à Monsieur le ministre de Poste, Télégraphe et Téléphone, sous direction des Affaires administratives des Unions internationales. Ça fait long, hein? J'ai l'honneur de vous transmettre ci-jointe une note de l'ambassade espagnole relative à l'affranchissement d'objets de correspondance avec des timbres émis par les insurgés espagnols. L'ambassade estime que des dispositions de la Convention postale universelle s'opposent à ces mots d'affranchissement. Bon, c'est clair que l'ambassade d'Espagne a réagi, c'était l'ambassade de la République, côté républicain n'était pas très content de l'émission de ces timbres côté nationaliste. Ils ont essayé de mettre fin à ce type d'envoi. Quelle a été la réponse? La note de l'ambassade, on n'en a pas, mais ce n'est pas un problème parce qu'on voit parfaitement ce qui se passe.
on peut faire le suivi. Et qu'est-ce que l'on dit? Qu'au terme de l'article 47 de la Convention postale, l'affranchissement est opéré au moyen de timbres-poste valables dans le pays d'origine pour la correspondance des particuliers. Et en vertu de ces dispositions, les correspondances dont les figurines d'affranchissement ont été oblitérées et qui ne sont pas frappées du timbre T doivent être considérées comme valablement affranchies. Dans ces conditions, mon administration, qui a été amenée en fait, c'est-à-dire elle a été obligée à reprendre les relations postales avec la zone insurgée de l'Espagne, ne peut que considérer comme valables les figurines émises par les autorités de Burgos et à poser sur les correspondances originaires de cette zone, tout comme elle a précédemment dû admettre, par exemple, comme régulières, les correspondances affranchies en timbre-poste de l'office de Manchukuo. Manchukuo, c'était l'État qui a organisé le Japon dans le nord de la Chine suite à l'occupation de ce pays. On continue, c'est le document numéro 6, 18 février 1937. Le ministre des Affaires étrangères, un monsieur le ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, mais cette fois c'est pour la direction de l'exploitation postale. Et l'affaire continue de traîner. Qu'est-ce que l'on dit? Bon, j'ai l'honneur de vous faire savoir que l'ambassade d'Espagne a signalé à mon attention, on revient sur l'ambassade d'Espagne, le fait que les correspondances provenant de la zone occupée par les forces rebelles distribuées en France étaient affranchies au moyen de timbres-poste émis par les autorités de Burgos et n'ayant pas cours légal en Espagne. Selon l'ambassade d'Espagne, ces faits constitueraient une fraction aux stipulations de la Convention postale universelle. Et attention, je crois devoir attirer votre attention sur l'intérêt qu'il y aurait à vérifier si les correspondances provenant de l'URSS, l'Union soviétique, et affranchies avec des timbres soviétiques ont été admises en France dans la reprise des relations postales avec l'Union soviétique, avant même que la reconnaissance du gouvernement de Moscou fût envisagée. Donc, comme vous voyez, ça commence assez compliqué. D'abord la Chine, après la Russie soviétique. En outre, selon les renseignements possédés par mon département, les lettres expédiées du Manchukuo et affranchies avec des timbres émis sur ces territoires dont l'indépendance n'a pas été reconnue, notamment par la France, seraient admises et distribuées en France. Or, il semble qu'il est là, au regard de la Convention postale universelle, une situation comparable à celle résultant de l'émission de timbres spéciaux par les autorités de Burgos. Document numéro 7, Paris le 24 février, les ministres de Poste, Télégraphe et Téléphone à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Bon, on va directement sur le dernier paragraphe. J'ajoute qu'au moment de la reprise des relations postales avec la Russie soviétique, après la guerre, la validité des timbres-poste employés ou émis par les services de l'Union soviétique n'a pas été mise en question. Alors, la question est tranchée. On accepte les timbres espagnols sont nationalistes. Et maintenant, les polémiques, parce qu'il y a eu, bon, on a deux pour l'instant référencés. Le document numéro 8, Paris, le 6 mars 1937, c'est une lettre de la Fédération nationale des travailleurs du PTT au directeur du cabinet du ministre. Voici l'entête, Fédération nationale des travailleurs, ça va au directeur cabinet. Et qu'est-ce que l'on dit? La section basque, réunie à Bayonne le dimanche 31 janvier 1937, constate que malgré les nombreuses interventions de ses militants, les relations postales avec les zones espagnoles occupées par les rebelles ne sont pas encore interrompues et que la frontière est toujours maintenue ouverte. Bon, on peut très bien comprendre qu'au milieu des années 30, la plupart des syndicats sont d'orientation socialiste et communiste qui ne seraient pas très contents de cette situation. Une petite remarque que je ne peux pas éviter de faire, la section basque s'était réunie le dimanche. Il y avait en 1937 des syndicalistes qui travaillaient le dimanche. Bon, on continue. Cette tolérance inexplicable de la part d'un gouvernement du Front populaire permettant aux rebelles de se tenir en liaison constante et officiellement avec
leurs informateurs fascistes séjournant en France avec le minimum de frais, l'administration, et j'en interdis la taxation des lettres venant de l'Espagne rebelle, quelles que soient les vignettes employées. Vous voyez que je signalais ces 3 lignes dans une couleur différente. Pour moi, c'est une information extraordinaire. L'administration française avait interdit la taxation des lettres venant de l'Espagne rebelle, affranchie avec les nouveaux timbres de l'Espagne nationaliste. Alors, l'affaire des taxations qu'on a vues lors de la séance de 2018, au mois de septembre, c'était pour des lettres qui ne respectent pas le tarif républicain, les tarifs qui avaient été modifiés le 1er avril 1937, mais on est encore au 6 mars 1937. Alors, c'est après cette modification du tarif qu'on a les taxations, mais pas avant. Finalement, on arrive au dernier document, c'est en découpé dans le journal avec l'image d'une supposée lettre postée en Espagne et affranchie avec un timbre à l'effigie du roi Vittorio Emanuele III d'Italie qui a fait le scandale. Et qu'est-ce qu'on peut lire? Vous voyez, la lettre dont nous reproduisons ci-dessus, l'enveloppe a été postée à Saint-Sébastien. C'est pas vrai, mais bon, on le verra après. Elle a été visée par la censure militaire rebelle. Oui, ça c'est vrai. Elle est arrivée à Alfortville. Vous voyez le timbre. C'est un timbre de l'administration de poste italienne. La poste italienne s'est déjà installée en Espagne. Victor Emmanuel ne se contente pas d'être empereur d'Abyssinie. Il prétend régner aussi sur les Espagnes. Question au camarade Jardillier, c'était le ministre. Dans quelles conditions une lettre venant d'Espagne timbrée par l'administration italienne peut-elle être reçue en France? Bon, on va voir, c'est ce qui se passe. D'abord, bon, je pense que le timbre est celui-ci, mais malheureusement, les cachets ne m'empêchent pas de voir la valeur. Ça pourrait être ça. Document numéro 9, Paris, le 6 mars 1937, de la direction d'exploitation postale au député Gabriel Péry. Gabriel Péry, député communiste et journaliste. Monsieur le député, chers collègues, vous avez bien voulu me demander dans quelles conditions une lettre expédiée Saint-Sébastien, Espagne, à l'adresse de monsieur Agustin Bragado. Agustin Bragado, c'est le nom du destinataire qui n'apparaissait pas dans la lettre, hein, on verra après. Alfortville est parvenu en France, affranchi avec un timbre-poste italien. J'ai l'honneur de vous faire connaître que ce timbre-poste a été oblitéré par le bureau espagnol de Castronuño, province de Valladolid. Je veux procéder à une enquête au sujet de la délivrance sans taxe de cette correspondance dont le timbre d'affranchissement n'était pas valable. Je ne manquerai pas, en vous renvoyant l'enveloppe communiquée, pour moi c'est important ça, de vous faire connaître le résultat de cette information. Monsieur Gabriel Péry, député. On ne savait pas, selon les informations que j'ai eues, où avait été publié ça, mais on va le voir. On va d'abord le découper en premier plan. C'est le cachet de Castronuño, je semble que oui, c'est le cachet du 9 février. Les coordonnées du destinataire, à mon avis, ont été effacées, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui protection donnée. Peut-être C23 que vous voyez à gauche du timbre, c'est le numéro de l'immeuble. Et ça, c'est la censure des Saint-Sébastien. Et où est-ce que ça pourrait avoir été publié? Gabriel Péry, communiste, Gabriel Péry, journaliste, avec un moteur de recherche sur Gallica qui fonctionne très très bien. On peut aller directement sur l'édition du mardi 2 mars 1937 et à la page 6, oh, je ne la vois pas très bien, bon, on trouve notre petite lettre avec la même information que vous avez de voir. Vous venez de voir, pardon. Et voilà, on arrive à la fin. Merci pour votre amable attention. Et c'est le moment de remerciement. D'abord, une fois de plus, à Laurent Bonnefoy, à Robert Abensieur pour son soutien et à Jérôme Bourguignon qui a été
l'académicien qui a posé la question essentielle, qui a déclenché cette investigation. Jérôme, un grand merci aussi. Eh bien, merci. Et voilà, bon, c'est terminé.